Il est 20 h à Boya, dans le sud-ouest du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce vendredi 29 décembre. Reprise des activités économiques à Boya, dans le sud-ouest du Cameroun. Les villes mortes sont arrêtées. Les commerçants installent progressivement leurs comptoirs. Les marchandises abondent les espaces marchands et les populations sortent pour faire leurs achats. À 48 heures de la célébration de la Saint-Sylvestre, la vente des masques et autres déguisements abonde les marchés. Les lieux de détente sont déjà aux couleurs du réveillon. Et puis l'hôpital protestant de Banja, dans l'ouest du Cameroun, réduit en cendres. La formation sanitaire était la plus importante de la localité en matière de plateau technique. Voilà pour la une du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous l'annoncions en titre. À Boya, dans le sud-ouest du Cameroun, les villes mortes ou ghost town n'existent plus. Les activités économiques reprennent progressivement. Un regain économique remarquable. Les espaces marchands se multiplient et les populations en profitent pour faire leurs achats. Le reportage d'Inès Daniel Ondouambala. À Boya, dans le chef-lieu de la région du sud-ouest Cameroun, la vie a définitivement repris son cours normal. Les activités économiques ont le vent en poupe. Les populations font leurs emplettes. Certaines se souviennent encore qu'en cette même période l'année dernière, les effets de la crise anglophone paralysaient la vie économique. Les élèves ont renoué avec le chemin de l'école. Ils profitent d'un congé bien mérité. Merci de venir me faire le témoignage. La vie a repris son cours dans les principales villes et même dans les villages. Je félicite les populations qui ont compris que les villes mortes et tous les autres appels à la désobéissance civile, l'école aujourd'hui c'est la vie. Nous pouvons féliciter les forces de sécurité, les autorités de base, les responsables politiques et les élites qui continuent d'œuvrer pour que la paix et la sécurité règnent. Dans les établissements hôteliers, le nombre de visiteurs est sans cesse croissant et le secteur du transport routier est en plein essor. Le flux des voyageurs est de plus en plus fréquent. Le gouverneur de la région du sud-ouest rassure. Aujourd'hui, la route Manfé et Coq et Baminda, les travaux sont terminés. Les travaux de la route Mbaïkon de Titi ont déjà été lancés. Et ces populations laborieuses doivent profiter de ces infrastructures. Je voudrais donc demander à ces populations qu'elles tournent résolument le dos à tous ces gens-là qui les ont perturbés sérieusement pendant l'année 2017 pour que l'année 2018 soit une année meilleure. La région du sud-ouest a donc de quoi commencer l'année 2018 en beauté. À 48 heures de la célébration de la Saint-Sylvestre, l'heure est à l'organisation des réveillons. Les domiciles et lieux de divertissement sont déjà aux couleurs des fêtes, lumière et brillance. La vente des masques et autres déguisements se multiplie. Mireille Flormané et Henri Tinda ont visité quelques lieux où se prépare la nuit de la Saint-Sylvestre. Ce jeune Camerounais a décidé de se consacrer dans la vente des artifices et masques juste pour cette période de fin d'année. Ces objets très prisés pour les balles de fin d'année et réveillons de la Saint-Sylvestre. Généralement, ce masque-là se vend que les derniers jours, le 31. Donc pour le moment, nous avons exposé pour que les clients passent et ils regardent, ils vont observer. Bon, le 31 à partir de midi, ils vont passer ramasser. Bon, on attend encore. Pour le moment, on a seulement exposé, pas encore de clients. À 48 heures de la célébration, un tour effectué dans certains lieux de réjouissance de la ville de Douala. C'est l'effervescence totale. L'heure est au dernier réglage. Elle se prépare bien, la journée de la Saint-Sylvestre, le 31, le 1er. Bon voilà, on essaie de faire des petits achats pour commencer l'année en beauté. On va s'amuser, on attend bien sûr solennellement l'année 2018. Et on va essayer de s'amuser, on va s'épanouir.
Ce sera donc à chacun de choisir comment il voudra passer la nuit de la Saint-Sylvestre, car faire la transition et passer à la nouvelle année est toujours un moment important et solennel pour tous. Les années se suivent, les années passées surtout ne se ressemblent pas. L'année 2017 s'en ira dans quelques heures avec son lot de bonheur et de malheur, ce qui amène à faire un bilan. Qu'est-ce qui vous aura marqué en cette année 2017? Réponse de quelques habitants de la ville de Douala dans ce reportage proposé par Alex Lembe et Thierry Nana. Encore moins de 72 heures et les 365 jours de l'année 2017 entreront en gare ou mieux encore arriveront à terme. C'est une année qui se sera terminée avec ses hauts et ses bas, ses béatitudes, tout comme ses méandres. Bien évidemment, celle-ci aura positivement ou alors négativement marqué les uns et les autres. Pour Samuel Dieudonné Iva Adibois, gouverneur de la région du littoral, voici quelques points positifs de cette année qui s'en va. La maturité des populations du littoral m'a beaucoup réconforté. Je prendrai à titre illustratif la scène macabre de Kouma Tekel, même si ça remonte à plusieurs mois auparavant. Nous nous attendions à ce que peut-être il y ait une certaine récupération pour que tout aille dans tous les sens, mais les uns les autres se sont ressaisis. Et nous avons géré cette situation de manière collective. Il n'y a pas eu que du bonheur en cette année 2017. Quelques malheurs également. Le négatif vient un peu de l'incivisme des uns et des autres. Nous n'avons pas brillé par de beaux exemples lorsque nous voyons au niveau de certains chantiers comment les usagers, n'est-ce pas, au lieu d'amener les populations à se réjouir des éléments, des joyaux que nous avons ainsi pu réaliser au niveau de la ville de Douala. Je pense à la pénétrante Est et Ouest, je pense au pont sur le Vouri. Vraiment, ce n'est pas beau de voir comment les étals vont jusqu'à, n'est-ce pas, au trottoir de ces ouvrages. Pour le commun des mortels camerounais, il n'y a pas que eu du rose, mais aussi et surtout des vertes et des pas mûres. L'année a très bien débuté sur le plan sportif, puisque les Camerounais aiment la joie. Et on a donc vu apprécier la joie des Camerounais par la victoire des Lions, comme ils ont remporté la CAN. L'insécurité qui a vraiment troublé le Cameroun, on a eu la crise anglophone qui a été vraiment un gros poids pour l'économie et pour toute la région. Nous avons le gros accident des ECA qui a fait des milliers de morts. Nous avons le pont qui s'est coupé. Nous avons, n'est-ce pas, les attaques de Boko Haram qui n'ont pas cessé de parler de notre pays. Nous avons l'instabilité politique du sud-ouest qui conduisent forcément à une crise économique qui s'installe. Exit donc cette année 2017 qui s'en va et bienvenue à l'année 2018 qui sera là dans moins de 72 heures. Fête de fin d'année et insécurité, les autorités développent des stratégies pour des fêtes paisibles dans la région du littoral. Le gouverneur rassure que les fêtes se dérouleront dans le calme et la sérénité. Je voudrais vous rassurer que la région du littoral est bien couverte sur le plan sécuritaire. Les mesures que nous avons prises, non seulement à l'occasion du comité de coordination du maintien de l'ordre que nous avons tenu à Pouma du 30 novembre au 1er décembre, mais également renforcées par celles que nous avons reçues à l'occasion de la conférence des gouverneurs du 18 au 21 décembre à Yaoundé. Les mesures ont été effectivement prises et elles sont à pied d'œuvre. Et je voudrais vous rassurer que la sécurité peut être visible par les bérets que vous croisez, mais elle est aussi invisible parce que, dites-vous bien, au milieu de vous, ceux qui sont en civil ne sont pas seulement des civils. C'est aussi des personnes, des responsables de renseignement et qui peuvent permettre de réagir le plus vite possible. Et je vous ai dit, retenez toujours ce que j'ai dit lorsque nous avons eu l'explosion de la bombe à côté de la SCDP. Rien ne se cache à Douala.
rien ne pourra se cacher à Douala. Vous concoctez un plan dans votre maison, avant que vous l'exécutiez, nous serons au courant. Vous venez donc d'écouter le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois. Également dans l'actualité, 190 réfugiés et centrafricaines et populations hautes survivantes des violences basées sur le genre ont reçu des kits économiques. L'initiative des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes est implémentée sur le site de Ngam. C'est dans l'Adamawa du Cameroun, initiative qui vise à éradiquer les violences entre communautés et à améliorer les conditions de vie. Les précisions d'Eric Ngele. Abou, Awaou et Djinabou n'auront plus à se donner autant de mal pour écraser du maïs. ONU Femmes a apporté ce 28 décembre des moulins, des machines à écraser et à coudre, des équipements et kits économiques adressés à 190 femmes et filles réfugiées et celles des communautés hautes survivantes des violences basées sur le genre et autres vulnérabilités du site de Ngam, localité du département du Mbéré qui abrite plus de 7000 réfugiés centrafricains. Pour nous, ONU Femmes, l'autonomisation économique est une méthode de réinsertion sociale des victimes de violences basées sur le genre, mais également une méthode de prévention des violences basées sur le genre. Et si ces femmes sont économiquement autonomes, nous pensons qu'il y aura moins de violences, que ce soit au sein des réfugiés ou hors du site. C'est le second volet de l'opération d'autonomisation de ces dernières, suite à la création ici d'un espace de cohésion des femmes. Car en octobre dernier, c'est des mains du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille qu'elle recevait des kits agricoles. Maintenant, ça va pour nous, qu'on a aidé. Nos maris ne nous paient plus les petites choses, les petits babouches, les petits qu'on peut utiliser à la maison. Nous sommes déjà hautes. Le personnel du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille qui les encadre a quant à lui reçu les clés d'un tricycle, de 2 motos et d'un pick-up tout-terrain appelés à servir à la supervision et au transport des équipes et de la logistique mobilisée pour la sensibilisation contre les VBG. Et nous avons saisi l'occasion idoine pour saluer ce changement de politique au niveau des Nations Unies qui voudrait qu'il y ait un accompagnement concomitant tout en direction à la fois des populations réfugiées que des populations hautes. Il s'agit d'amener les populations hautes et réfugiées à s'auto-prendre en charge à travers la mise sur pied des micro-activités génératrices de revenus et mieux s'accepter dans leurs relations quotidiennes. Reportage signé Eric Ngele et Abdoulaziz Dewa. Rendons-nous à présent à Yaoundé, allons retrouver Karel Mezatia. Bonsoir Karel, vous nous déroulez l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Adjama Ramou, mesdames, messieurs, bonsoir. La situation des droits de l'homme et des libertés reste préoccupante au Cameroun. La Commission nationale en charge constate une récurrence au niveau des violences. Et le plus grave, c'est que l'administration ne collabore pas toujours en ce qui concerne les enquêtes ou alors les procédures engagées par la Commission. Nous l'avons appris ce jour lors de la présentation du rapport de 2016 de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Les travaux se sont déroulés en présence de nos reporters Samuel Bonis et Arnaud Gefak. La même eau à boire à chaque coup de pleurs. Finalement, en comparaison, la violation des droits de l'homme et des libertés au Cameroun devient comme la prière au Vatican. Ici à Yaoundé, révèle-t-on en termes de constat une année 2016 passée dans un bain de violations. Il y a de violations de droit à la vie et à l'intégrité physique et morale des individus, qui est aussi en même temps lié avec les arrestations et les détentions arbitraires de beaucoup de personnes. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner les statistiques parce que pour nous, ça n'a pas été possible de descendre sous le terrain. Limite d'action, l'entrave bien identifiée. Manque de collaboration. Il y a des administrations qui ont fait de leur service parfois pourri, entre guillemets, leur sexe à cacher à tout temps. Les populations, elles, se lamentent et se contentent des requêtes sans issue. 1136 enregistrées en 2016. Point d'ancrage des violations actuelles
la crise sécuritaire en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des millions de nos citoyens sont pris entre les sécessionnistes et nos forces de défense et de sécurité. Des pertes de vie humaine de plusieurs civils et des éléments de nos forces de défense et de sécurité ont été enregistrés. Nous les déplorons fortement, chaque vie étant précieuse. Convoquer en solution un dialogue sociopolitique face auquel la réticence est perçue. Pourtant, la paix et l'unité du Cameroun doivent être préservées. Autre problématique au centre d'une réflexion ce jour à Yaoundé, c'est celle de la publicité anarchique. Les membres du Conseil national de la publicité, le temps d'une concertation, ont tablé sur les différentes méthodes à mettre en place pour éviter cette irrégularité qui cause un manque à gagner à l'État. Serge Alanziebou et Bran Kamga. Sur la table des discussions, ce vendredi à la faveur de la deuxième session ordinaire du Conseil national de la publicité, les affiches et autres formes de messages à caractère commercial qui ne bénéficient d'aucune traçabilité. L'activité est monnaie courante dans toutes les villes du Cameroun. Chacun invente des méthodes de communication au mépris de la loi de 2006 régissant la publicité. Une publicité illégale qui crée d'énormes manques à gagner à l'État. Les membres du Conseil national de la publicité ont échangé sur les voies et moyens à mettre sur pied pour mieux organiser la publicité en milieu public. Pour ce faire, les acteurs du domaine, les municipalités et les particuliers devraient se mettre au pas, a réitéré le président du Conseil, Issa Chiroma Bakari. Le secteur est très pollué, comme dans un univers anarchique. L'on est encore loin, mais alors très loin, de l'assainissement du domaine. Cette deuxième session, qui se tient après celle du 15 novembre 2017, est un signe d'espoir pour les membres qui souhaitent voir le Conseil national de la publicité à coût de moyens se réunir régulièrement avec des actions efficaces. On reparle de la polémique autour du don d'ordinateur du chef de l'État aux étudiants camerounais. Le ministre de la Communication vient d'apporter des clarifications au cours d'une conférence de presse donnée ce vendredi pour Issa Chiroma Bakari. Ce don est un geste qui s'inscrit dans le processus de numérisation des universités et non d'une campagne électorale. À ses côtés, le ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famundongo, chancelier des ordres académiques, tous estiment que ces ordinateurs répondent aux besoins des étudiants. Sur les investissements des ordinateurs PB, je vous propose d'écouter Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Communication, dans cet extrait sélectionné pour nous par Bran Kamga. Le coût du projet est de 75 milliards de francs CFA, répartis ainsi qu'il suit. 50 milliards de francs CFA pour la fabrication, le transport et la distribution de 500 000 ordinateurs, à raison de 100 000 par ordinateur. Les 25 milliards de francs CFA restants étant consacrés à la construction, à l'équipement et au renforcement des capacités de personnel de 9 centres de développement numérique universitaire, auxquels il faut ajouter les mêmes prestations en ce qui concerne le Centre national de gestion du réseau interuniversitaire. A examiner les mesures de sûreté de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène afin de s'arrimer aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'objectif d'une concertation qui a eu lieu hier ici même à Yaoundé, plus précisément du côté de l'aéroport. Les assises présidées par le ministre des Transports Edgar Alain Mbongo ont permis d'aborder plusieurs aspects à ce sujet. Les travaux étaient suivis pour nous par nos reporters Erwin Doumbeng et Alain Gislankanga. Pour
pour éviter que l'aéroport international de Yaoundé-Simalène soit interdite de desserte par l'Organisation de l'aviation civile internationale, le gouvernement, après avoir relevé les carences observées par l'OACI, a décidé de passer à l'action pour faire du pays une destination plus sûre et plus attractive. Il y a des menaces asymétriques, il y a des menaces terroristes qui pèsent sur les aéronefs, sur les passagers et les installations aéroportuaires. Je ne vais pas m'étendre là-dessus indéfiniment. Tout le monde a une bonne connaissance de ces menaces qui ne font que gagner en acuité au fil des jours. L'aéroport de Simalène dispose désormais des matériels et équipements de sûreté et des agents de sûreté opérationnels formés par le conseiller technique en charge des unités spéciales du bataillon d'intervention rapide. La mise en œuvre de ces mesures est tributaire de la coopération et de la collaboration des différentes administrations qui sont sur la plateforme aéroportuaire. Le ministre des Transports et sa suite ont également touché du doigt les réaménagements effectués. Réaménagements visibles par la construction d'un poste de gendarmerie. Je voudrais me féliciter que le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, ait tenu à prendre personnellement part à cette concertation. Le délégué général à la sûreté est représenté par le secrétaire général de la Sûreté nationale. Le ministère des Relations extérieures également est représenté. L'enjeu ici, c'est que nos compatriotes acquièrent une nouvelle culture de la sûreté et de la sécurité. Une réunion de concertation des administrations partenaires et autres acteurs de sûreté de l'aviation civile a permis d'analyser toutes les mesures pour être conformes aux exigences internationales. À présent, à Obala pour parler politique avec la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la Léké Est qui était réunie en conclave à la faveur d'une conférence conjointe. André Marinchia et Justin Pierre-Sono. La fin d'année politique au RDPC, il fallait y penser au plan de la base. Obala s'est inventé en sa circonscription de Léké Est. Ici, on a bouclé la boucle par une conférence conjointe de la section. Ce qu'il ne fallait pas manquer, c'est le sens à donner au sommier politique. Il s'agissait pour notre section de rendre disponible le sommier des personnels élus à la base lors des opérations de renouvellement de 2015. Ce sommier n'était pas disponible parce que le travail des commissions avait une limite. Il a fallu donc qu'on descende sur le terrain, qu'on travaille avec les responsables des structures de base pour consolider ce sommier et le rendre disponible. Dans cette salle, les militants ont fait foule, dans un contexte à tout le moins particulier. Les travaux ont eu lieu 2 ans après le renouvellement des organes de base et 2018 sera marqué par une élection présidentielle au Cameroun. Et pour aller à cette compétition politique, Simon-Pierre Ediba et les siens se présentent dans une posture préventive. Mobilisation et toujours mobilisation, parce que le président Paul Biya a beaucoup donné à notre section. Et il faut lui permettre de poursuivre ce travail et il faut permettre aux partis de travailler de telle sorte qu'il n'y ait pas un seul espace pour ceux qui prétendent remplacer le RDPC à la tête du pouvoir. Le sommet politique a donc été validé au milieu des échanges qui ont porté sur plusieurs thèmes à caractère politique et social. Il y avait matière à débat. Il faut toujours faire un pas en arrière pour voir ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, ou alors qu'est-ce qu'il faut rectifier pour reprendre une bonne marche vers l'avant et vers le succès. Le thème même déjà dit tout. Nous sommes là pour évaluer et resserrer les rangs des militants. Cerise sur le gâteau, la marche des soutiens en faveur de Paul Biya avec toutes les composantes de cette section RDPC. Et ça, la Léké Est n'en vit aucune autre entité du parti.
savez certainement, George Weah est le nouveau président de la République du Libéria, une nouvelle qui a ravi les anciens dirigeants du TKC, club dans lequel il a évolué lors de la saison 87-88. Alain Gislain Kanga et Francis Ngebna sont allés à leur rencontre. Reportage. Une nouvelle victoire dans le palmarès déjà glorieux de la star du football, George Weah. L'ancien sociétaire du Tonnerre Kalara Club est le nouveau président du Libéria. Une victoire qui ne surprend guère le général Semengue, ancien dirigeant du Tonnerre Kalara Club. Déjà, au premier tour, il était très bien placé. Et je savais que s'il allait au second tour, même avec le vice-président, il allait gagner. Le refus de la nationalité camerounaise reste l'acte qui aura marqué les esprits des dirigeants du TKC. Le Tonnerre a voulu camerouniser Weah. Son pays était mal en point, mais Weah a catégoriquement refusé de devenir camerounais, qu'il restait libérien, avec un caractère fort. Parce que quelqu'un qui est nationaliste, moi, comme je suis également nationaliste, j'ai beaucoup aimé. Lui, il fait partie de ceux qui ont amené George Weah à signer dans le club de Mvogada. Et c'est dans son domicile, ici, que le nouveau président résidait dès son arrivée au Cameroun. C'est chez moi ici qu'il a habité, avant de lui trouver un endroit de logement. C'est nous qui encadrons le Tonnerre et c'est ici la facilité des enfants de se retrouver ici et manger même ici quand il allait jouer le match. Vainqueur avec la manière du match des élections présidentielles, l'ancien attaquant de la sélection nationale du Libéria devra désormais satisfaire l'ensemble de ses supporters. Il peut être président de la République, mais il peut avoir des conseils même d'un plus pauvre Libérien. Donc il faut être à l'écoute. Être à l'écoute pour relever les défis qui l'attendent. Et c'est sur cette information que nous vous retournons l'antenne du côté de Douala à Jamaï Ramou pour la suite de ce 19h50. Bonsoir. Merci Karel Mezatia. C'est effectivement connu depuis hier au Libéria. George Weah s'est imposé au second tour de la présidentielle et devient le président de la République du Libéria. Une victoire qui poussa plus d'une réflexion. L'ancien footballeur, à travers cet aboutissement politique, pousse à jeter un autre regard sur les sportifs. La réflexion est menée par Marc Chouamou. Qui a dit qu'être footballeur ou sportif, c'est ne rien avoir dans la tête? Tout avec les pieds, mais rien dans le cerveau. Mr. George, en accédant à la plus haute fonction jamais occupée par un sportif, vient d'accroître les chances de reconversion dans la politique de ses pairs, comme d'autres avant lui. Hier, buteur exceptionnel, Romario est aujourd'hui l'un des sénateurs de Rio les plus respectés du Brésil. Sa voix a compté lors de la destitution de Dilma Rousseff, ex-présidente du Brésil. Ancien Milanais, tout comme George Weah, le défenseur georgien Kaka Kaladze s'est lancé dans la politique avec pour première récompense une place au Parlement géorgien. Aujourd'hui, Kaladze est vice-premier ministre en charge de l'énergie et des ressources naturelles. Plus proche de nous encore, Feu Théophile Abega. L'ex-lion indomptable avait dribblé tous ses adversaires en course à la mairie de Yaoundé 6e. Un footballeur président de la République, de quoi donner des idées à certains qui ont également écrit les plus belles pages du ballon rond. Le bouclier est levé. Les footballeurs peuvent tout aussi inscrire un but de la bouche, comme les hommes politiques. Merci Marc Chouamou. Parlons à présent de cet incendie déclaré à l'hôpital protestant de Bandia. Le bloc opératoire est complètement réduit en cendres. Une désolation pour le personnel médical et les populations. Précisons que la formation sanitaire était la plus importante de la localité en matière de plateau technique. Les faits rapportés par Christian Bousseux et Pierre-Marie Kou. Un jeudi après-midi, pas comme les autres, au quartier Bonamoussadi à Douala. Alors que Papa Yoyo recevait des étrangers ordinaires, l'énergie électrique sera coupée comme à l'accoutumée. Et soudain, il recevra un coup de fil et au bout du fil, une étrangère particulière qui annonce son arrivée. Georgette Eto, puisqu'il s'agit d'elle, ne se fera pas attendre, si tant que 10 minutes plus tard, elle se signalera avec son époux Samuel
et toute la famille, mais alors toute la famille au grand complet. Une surprise qui amène le parrain Papa Yoyo à justifier cette présence du Pichichi chez lui. Vous avez vu le quartier qui était en effervescence. Tout le monde est sorti, on croyait qu'il y avait un accident mortel là dehors. Mais pourtant rien, c'était la joie. Vous tous, vous avez vu. Et je ne m'attendais pas. Vous étiez là quand le coup de fil a retenti pour me dire « Papa, tu es à la maison ?» J'ai dit « Oui, j'arrive ». Une visite qui aura naturellement surpris plus d'un voisin et même beaucoup de curieux, ceux-là même qui n'ont pour habitude que de voir le Pichichi au loin. C'est ce qui a justifié cette prise d'assaut du domicile de Papa Yoyo. Vous venez donc de suivre la visite du footballeur camerounais Samuel Eto'o chez son parrain Papa Yoyo. Nous vous le disions à l'instant, incendie déclaré à l'hôpital protestant de Bandia. Le bloc opératoire est complètement réduit en cendres. Une désolation pour le personnel médical et les populations. Précisons que la formation sanitaire était la plus importante de la localité en matière de plateau technique. Les faits rapportés par Christian Bousseux et Pierre Marico. Dans la nuit du jeudi au vendredi 29 décembre, aux environs de 23 h, un important incendie a détruit une partie de l'hôpital protestant de Basseu par Bandia. La salle d'accouchement, le laboratoire et le secrétariat financier ont été consumés. Le veilleur de nuit fait ici le récit de ce drame. J'ai entendu le bruit. Après que je sorte, j'ai vu les flammes qui avaient déjà pris le côté d'en haut là. Bon, je me suis mis à crier. Quand je courais, mon frère, Oulako Gapé, aussi il est sorti de la même manière. On s'est mis à crier tous deux. On a demandé à ceux qui avaient le compteur d'arrêter le compteur. Ainsi, le feu ne faisait que s'aviver. Alerté, le pasteur responsable de ce centre hospitalier de l'église évangélique du Cameroun a tout fait de donner l'alerte, comme il nous l'explique à notre micro. La première intention qui m'est venue en tête était de frapper à la cloche afin d'avertir la population comme sonnerie d'alarme. Il y avait toute la population au niveau de l'hôpital pour pouvoir puiser de l'eau afin de calmer et d'éteindre le feu qui avait déjà engagé et la salle d'accouchement et le bureau du gestionnaire et le laboratoire de l'hôpital. Pour l'infirmière de garde, c'est une grande surprise, sauf d'autant qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé. J'étais en salle de garde, j'ai suivi une explosion, un boom. Dès que je sors de la salle de garde, je vois seulement le feu qui sortait de la salle d'accouchement et des autres bureaux. Bon, le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'alerter le malade. J'ai porté le bébé qui était en salle. Je suis sorti de mettre à l'abri et puis j'ai appelé l'infirmier de garde. La prompte réaction des populations a permis d'éteindre le feu qui se propageait déjà. Les premiers constats présentent une défaillance au niveau du compteur, ce qui pourrait être à l'origine de ce sinistre. Les populations riveraines à cet hôpital demeurent dans la consternation et la stupéfaction. Et c'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas votre soirée divertissement à partir de 22 h avec le spectacle des Cassaves. Prochain rendez-vous avec le grand format de l'information, c'est demain à 20 h. Bonne soirée à tous.